Selon moi, le terme de spectre autistique dans le langage courant, il apporte plus de confusion qu'autre chose, il fait plus de mal que de bien. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, au début, quand j'essayais de me renseigner sur l'autisme, j'entendais des choses contradictoires. J'entendais à la fois des gens me dire moi je suis un petit peu autiste, je suis sur le spectre, sous-entendu que le spectre, ça voudrait dire qu'il y a des gens plus ou moins autistes, et limite, parfois j'entendais, on est tous un peu autistes. À l'inverse, il y a d'autres gens qui me disaient, mais attends, le spectre, c'est pas du tout ça. Le spectre, ça veut dire l'inverse. Ça veut dire que justement, chaque personne autiste est unique, chaque personne est différente, comme il y a des couleurs différentes, et donc, de la même manière que les couleurs, elles ont pas de gradation entre elles, il n'y a pas de gens plus ou moins autistes, il y a juste des manifestations différentes. Et ces deux versions, en fait, sont fausses. Alors la deuxième est moins fausse que la première, mais les deux sont fausses parce que le spectre autistique, à la base, ça veut pas dire ça. À la base, c'est un mot du jargon de la psychiatrie. Et c'est un mot que je vais t'expliquer dans quelques secondes, mais ce que je trouve ironique, c'est que on parle de spectre autistique avec ce mot qui est très mal défini et très mal compris pour parler de l'autisme, qui est une condition qui fait qu'il y a beaucoup de gens autistes qui ont besoin d'avoir des mots précis et des mots au premier degré pour comprendre. Je trouve ça tristement ironique de la manière que le mot dyslexie, il est dur à orthographier pour des personnes dyslexiques. Le mot spectre est donc un mot du jargon de la psychiatrie, si bien qu'en réalité, quasiment tout ce qui est dans le DSM, donc dans le manuel de référence de la psychiatrie, peut être décrit comme un spectre. Typiquement, tu as le spectre schizophrénique, donc le trouble du spectre schizophrénique, et pourtant, dans le langage courant, personne ne dit oui, mais la schizophrénie c'est un spectre. Alors comment on en est arrivé là ? Il y a plusieurs raisons, il faut revenir un peu en arrière sur les premières personnes qui ont parlé d'autisme, qui sont Asperger et Kanner. Et Asperger et Kanner, le problème c'est que les deux vont mal décrire l'autisme. Ils vont mal décrire l'autisme notamment parce qu'ils vont se focaliser sur la présentation masculine de l'autisme. Ils vont en plus de ça invisibiliser les travaux d'une autre chercheuse qui s'appelle Sukareva, qui a en fait décrit l'autisme 20 ans avant eux, mais je t'en reparlerai dans une autre vidéo, et qui l'a décrit beaucoup mieux que Asperger et Kanner l'ont fait. Au fil du temps, il y a eu une sorte de concurrence justement entre Asperger et Kanner, et donc il y a des gens qui décrivaient l'autisme, le syndrome de Kanner, et le syndrome d'Asperger, avec l'idée que l'autisme version Kanner serait plutôt pour les enfants, plutôt pour des gens qui ont une intelligence qui ont un retard intellectuel, là où Asperger, il y a, le fantasme de l'autisme, l'autiste hyper intelligent, savant, etc., etc. Je dis bien le fantasme parce que c'est faux. Donc t'avais pendant des années l'autisme version Kanner, t'avais le syndrome d'Asperger, t'avais les troubles désintégratifs de l'enfance, t'avais le syndrome de Rett, et t'avais le pot pourri. Et vraiment, le pot pourri s'appelait quasiment le pot pourri parce qu'il s'appelait les troubles envahissants du développement non spécifié, sachant que troubles envahissants du développement, c'est déjà le nom de la grande catégorie qui recouvre donc Kanner, Asperger, les troubles désintégratifs de l'enfance, le syndrome de Rett et le pot pourri. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, les psys avaient beaucoup de mal à classer les gens dans ces catégories distinctes. Et si bien que tu as même une étude de 1998 de Nathalie Poirier et Jacques Forget où ils essayent de différencier le syndrome de Kanner et le syndrome d'Asperger, et ils ont du mal, et ils disent à l'intérieur des troubles envahissants du développement, il y a au moins deux sous-groupes qui sont difficiles à distinguer, le syndrome autistique et le syndrome d'Asperger. Et donc là on est en 1998 et t'as déjà des voix qui se font entendre pour dire que ça a l'air dur à déterminer. Et plus ça avance, plus on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être le même truc, qui a juste des expressions différentes, et que en fait notre manière de le définir n'est pas encore la bonne. Et c'est là qu'en 2013, dans le DSM, donc dans le manuel de référence de la psychiatrie, qui est critiquable, mais c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, dans 2013, la version qu'on connaît aujourd'hui, qui est le trouble du spectre autistique, fait son entrée. Et donc le trouble du spectre autistique vient fusionner les catégories d'avant, donc les catégories, rappelle-toi, je te disais Kanner, Asperger, trouble désintégratif de l'enfance, le pot pourri et syndrome de Rett, et on fusionne tout
à part le syndrome de Rett. Le syndrome de Rett, on se rend compte qu'en fait, c'est un truc vraiment à part, mais on fusionne tout le reste dans une seule catégorie qu'on appelle le trouble du spectre autistique. Et dans cette catégorie, on l'a définie avec 7 critères. Et les 7 critères, il faut en avoir 5 sur 7. Ce qui veut dire qu'il y a bien un tronc commun. Effectivement, chaque autiste va avoir une manifestation différente, mais on va bien dire, ok, c'est le tronc commun d'un truc qu'on va appeler autisme. Et c'est marrant que dans le langage courant, on ait gardé la formulation trouble du spectre autistique, là où on fait pas la même chose sur la schizophrénie ou même la dépression. On parle pas dans le langage courant de trouble du spectre dépressif, alors qu'on pourrait aussi. Et donc tu as ce tronc commun qui est arrivé parce que on se rend compte que ces catégories Asperger, Canner, etc., elles sont fausses. Alors, il y a aussi une controverse sur le fait que Asperger, en fait, était un collaborateur nazi. On l'a découvert quand ses archives ont été rendues publiques, parce que pendant longtemps, il a fait croire qu'il était un résistant au régime nazi. On a découvert littéralement l'inverse. Et donc, cette dénomination d'Asperger est tombée en désuétude. Mais il y a plein de gens qui pensent que c'est uniquement pour ça. Et qui disent, du coup, non, faut pas faire du révisionnisme historique. S'il a bien décrit l'autisme, il mérite quand même qu'on garde le syndrome d'Asperger. En fait, c'est pas que ça. Il a aussi mal décrit l'autisme. Puisque, comme je te le disais, quand on avait les catégories Asperger, Canner, etc., on n'arrivait pas efficacement à répartir les gens selon le psy qui faisait le ou la psy qui faisait le diagnostic. On t'amenait dans des catégories différentes. La preuve que c'était pas un truc qui était bien défini. De manière générale, l'autisme a été très mal défini, de telle manière que jusque dans les années 80, d'ailleurs, on pensait que seuls les enfants pouvaient être autistes et qu'ensuite un adulte autiste, ça n'existait pas. Soit tu devenais un adulte schizophrène, soit on savait pas trop. Ce qui fait que la première prévalence de l'autisme en 1966, une des premières estimations de la prévalence de l'autisme, estimait qu'il y avait une personne sur 2000 qui était autiste. En 79, on est passé plutôt à 1 sur 600. En 2000, on était plutôt à 1 sur 150. En 2014, 1 sur 59. En 2018, on est plutôt à 1 sur 44. Et là, actuellement, au moment où je te parle, en Californie, on a des taux comme 1 enfant sur 22. Donc, tu vois, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, on ne sait pas dire avec précision quelle est la proportion des personnes autistes. On sait juste dire qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pensait parce qu'on l'avait très mal défini. Et une des raisons de cette mauvaise définition, c'est qu'on a fait une définition qui était basée sur des petits garçons blancs et du coup ça exclut plein d'autres personnes, notamment les femmes autistes. J'ai fait toute une série d'articles que je peux te remettre dans la description sur à quel point l'autisme féminin a été mal décrit en me basant sur un livre incroyable qui s'appelle The Lost Girls of Autism. Mais alors, si l'autisme, c'est pas un spectre au sens de il y aurait des gens plus ou moins autistes, ou alors ça veut dire que tout le monde est différent, qu'est-ce que c'est que l'autisme? Alors, j'ai une vidéo où je détaille vraiment en précision les critères de l'autisme, et je te conseille de la regarder parce que c'est toujours compliqué de comprendre l'autisme à travers une description qui est rapide et superficielle. Là, je vais te donner une description rapide et superficielle. Dans les critères de l'autisme, en fait, tu as 7 grands critères. T'en as 4 qu'on pourrait appeler les critères internes et 3 qu'on pourrait appeler les critères externes. Dans ces 4 critères internes, tu as le fait d'avoir des hyper-réactivités sensorielles ou des hypo-réactivités sensorielles. C'est-à-dire que tu as plein de personnes autistes qui vont avoir soit une hyper-réactivité auditive à certains sons, ou alors à l'inverse, et c'est mon cas, une hypo-réactivité à l'odorat. Donc je ne sens pas beaucoup les odeurs, mais tu as à l'inverse, tu as des autistes qui vont avoir au contraire une hyper-réactivité à l'odorat. Donc tu vois, ça varie selon les personnes autistes, et ça varie pas uniquement sur les 5 sens que tu connais, ça varie sur tous les sens. Donc dans les autres sens, tu vas avoir l'interoception. Par exemple, moi, j'ai effectivement une interoception qui est atypique, qui fait que j'ai du mal à aller boire. J'ai du mal à aller boire parce que je ressens bizarrement la soif. Ça peut être la proprioception et le fait d'être très maladroite, d'être gauche, de pas savoir comment placer son corps. Bref, voilà en résumé la sensorialité. Ensuite, tu as le critère de la psychorigidité. Et par psychorigidité, c'est le trait qui est souvent mal retranscrit comme étant le trait de la routine. Le trait de la psychorigidité, c'est des îlots de psychorigidité. Donc, tu vois, moi, je me vois plutôt comme une personne spontanée, pas une personne psychorigide, mais c'est vrai que j'ai des petits bouts de trucs. Ça peut être le sens de la justice
très très fort. Quand j'ai l'impression de vivre une injustice, je dis bien l'impression, hein, c'est ma perception, je peux vraiment être très 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 mal et partir dans les tours. Ça peut être le besoin impérieux de correction, quand les gens font des erreurs sur des données factuelles, l'envie de corriger. Ça peut être le besoin persistant d'autonomie, le fait que dès qu'on me dit de faire un truc, d'un coup j'ai moins envie de le faire. Bref, je te détaille pas, et encore une fois il y a la vidéo plus en détail, mais ça donne une idée d'à quoi ressemble la psychorigidité, et effectivement cette notion de routine dans laquelle je me reconnais pas, mais dans laquelle d'autres autistes vont se reconnaître. Ensuite tu as le critère des intérêts intenses, et non pas intérêts spécifiques, et non pas intérêts restreints. Les intérêts intenses, c'est quoi? C'est le fait, comme son nom l'indique, de se donner à fond de manière très intense. Certaines personnes parlent de monotropisme dans les sujets. Peu importe que le sujet dure toute ta vie, qu'il soit restreint, peu importe que le sujet il soit spécifique, ça veut dire en vrai chelou du point de vue des personnes pas autistes, ce qui compte, c'est à quel point t'es intense. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes autistes, justement, passent inaperçues parce que leur intérêt intense se dirige sur des choses qui vont être socialement acceptables. J'ai une théorie, ma compagne a une théorie comme quoi le Brie Vanderkamp dans Desperate Housewives, elle est autiste. Et justement, Brie Vanderkamp, elle se met un intérêt intense sur les tâches ménagères, sur gérer la maison, sur des choses qui font qu'elle va passer inaperçue en tant que personne autiste. Ensuite, tu as le critère de la répétitivité, que ça soit avec ta voix, avec ton corps ou avec des objets. Donc avec ta voix, ça peut être faire des onomatopées, des bruits un peu spéciaux. Avec ton corps, ça peut être le fait d'avoir des petits tics, par exemple, applaudir les mains comme ça, se frotter beaucoup, ce que tu imagines comme étant des tics, faire le criquet avec ses pieds, c'est-à-dire frotter un pied l'un sur l'autre, se balancer, bref, des comportements, tu vois, répétitifs avec ton corps, mais ça peut être aussi des comportements répétitifs avec des objets, donc écouter la même musique en boucle, porter toujours les mêmes vêtements, ça peut être, t'imagines tout ce qui peut être répétitif. Et donc ça, les 4 que je viens de te donner, sensorialité, psychorigidité, intérêt intense, répétitivité, c'est les 4 critères qu'on pourrait appeler les critères internes de l'autisme, donc qui se passent à l'intérieur de toi, et pour être autiste, il te faut 2 critères sur les 4, donc la moitié. Ce qui veut dire que toutes les personnes autistes, ok, elles vont avoir des différences, mais elles partagent au moins ce fait d'avoir ces 2 critères sur 4. Et ensuite, tu as les 3 critères externes. Le premier, c'est une communication verbale atypique. Dedans, tu vas avoir tout ce qui est avoir une franchise un peu inhabituelle, avoir une tendance à faire des tunnels quand tu prends la parole, qu'on appelle des infodumps. Ça peut être le fait d'avoir une aversion au small talk. Ça peut être les gens l'impression que tu leur retournes pas la question quand ils te posent des questions. Voilà, c'est ce genre de choses. Encore une fois, je t'invite à regarder la vidéo plus en détail pour avoir plus d'exemples. Dans le deuxième critère externe que tu vas avoir, c'est le non-verbal atypique, avec un des traits les plus connus, c'est la difficulté à regarder les gens dans les yeux, mais tu peux avoir aussi l'inverse, le fait de fixer énormément les gens dans les yeux. Mais dans le non-verbal atypique, tu veux avoir aussi une voix très rapide, ou une voix très enfantine, ou au contraire une voix très monotone. Ça peut être dans la manière d'exprimer tes émotions. Les gens ne comprennent pas. Moi, on me dit toujours que j'ai une sorte de poker face. Enfin, les émotions négatives, en tout cas, ils les voient pas sur mon visage. Pareil, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à décoder les émotions des autres sur leur visage, mais maintenant, entre-temps, j'ai appris. Voilà, ce genre de choses dans le non-verbal atypique. Et enfin, tu as ce critère de la construction atypique de relations, dans lequel tu vas avoir le fait d'avoir de la difficulté à garder des amis, surtout quand ils sont pas autistes. Moi, j'ai pas de mal à me faire des amis autistes, par contre, j'ai plus de mal à me faire des amis qui sont pas autistes, c'est vrai. Ça peut être le fait d'avoir du mal à changer ton comportement selon les contextes sociaux différents. Typiquement, moi, c'est du mal à vouvoyer les gens. Je vais avoir tendance à tutoyer dans tous les cas. Ça peut être le fait que tu aies des crises autistiques, donc des shutdowns et des meltdowns. Shutdown, la version où tu vas te renfermer sur toi, meltdown, la version où tu vas plutôt exploser, qui peuvent dégrader les relations. Et ça peut être d'avoir dans tes proches quasiment que des autistes. On a ce truc qui est très spécifique chez les autistes. C'est les autistes fréquentent des autistes parce que t'es plus attiré par des personnes qui communiquent comme toi, et vice versa, les personnes, donc les alistes, les non-autistes, sont repoussés par toi. Voilà pour les 3 critères externes, qui sont les critères en vrai les plus connus, parce que les critères sont les plus visibles de l'extérieur, et les 3 critères externes, donc verbal atypique, non-verbal atypique et construction atypique des relations, pour être autiste, faut avoir 100% de ces critères. Et donc, ce fameux spectre, qui veut dire dans le jargon de la psychiatrie,
excusez-nous, ces choses qu'on pensait différentes qui étaient l'autisme de Kanner, le syndrome d'Asperger, le trouble désintégratif de l'enfance, etc. En fait, c'est la même chose, en fait, c'est l'autisme, et donc il y a bien un tronc commun. Donc oui, les autistes sont différentes, mais il y a bien un tronc commun, une expérience commune, et il n'y a pas de graduation de l'autisme. Alors, si tu crois qu'il y a des graduations de l'autisme, c'est peut-être parce que tu confonds avec les niveaux de support nécessaire. Et c'est vrai qu'on va définir les niveaux de support nécessaires. Mais avant ça, il faut comprendre une notion qui est bien développée par Annie Kotovitz dans What I Mean When I Say I'm Autistic, où elle explique que c'est important de différencier autisme et autisme, c'est-à-dire l'autisme pour parler du cerveau autistique et l'autisme pour parler de la détresse autistique. Et ce qu'elle dit, c'est que, évidemment, les médecins s'intéressent à la détresse autistique. Ils appellent ça le trouble du spectre autistique. En fait, moi, je préférerais appeler ça le trouble du stress autistique. C'est ce que fait une personne autiste quand elle est soumise à un stress et les difficultés qu'elle va rencontrer. Et c'est pour ça que souvent, les gens qui se focalisent sur la partie médicale, la partie de la surcharge autistique, du stress autistique, vont par exemple très peu parler d'hyposensorialité. Si bien que moi, jusqu'à l'âge de 34 ans, j'ignorais que le fait d'avoir un faible odorat pouvait être relié à l'autisme. Parce que ce que je savais, c'était qu'effectivement, t'avais, quand t'étais autiste, du mal avec les textures, donc du mal avec t'avais une hyper-réactivité sensorielle, mais je savais pas qu'on pouvait aussi avoir l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, évidemment, qu'une personne qui a une hyper-réactivité sensorielle, ça va l'handicaper davantage dans sa vie qu'une personne qui a une hyporéactivité. Moi, mon odorat hyporéactif, il m'a pas trop handicapé, puisqu'en fait, oui, ça me fait peut-être laisser périmer des aliments, mais ça me dérange pas au quotidien avec des odeurs. Là où mon hyper-réactivité auditive, oui, elle me dérange au quotidien dès que je parle dès que je suis dans un restaurant, dès que je suis dans un grand groupe, le bruit va m'oppresser. Et donc, tu vois, ça va moins m'handicaper. Ou alors, parfois, c'est des handicaps qu'on ne conscientise pas. Par exemple, le fait que j'ai du mal à ressentir la soif et que je bois pas, en fait, personne s'en rendait compte. Et du coup, il y avait que moi, dans mon coin, qui avait mes problèmes intestinaux parce que je buvais pas. Ce qui est important de réaliser, c'est que cette détresse autistique, ce stress autistique et in fine, ce handicap autistique, il est contextuel. C'est hyper important que tu aies ça en tête parce que l'arnaque, c'est de nous faire croire qu'il y aurait des autistes profonds et des autistes légers, mais de manière absolue. Déjà, dès que tu commences à parler d'autistes profonds et d'autistes légers, c'est qu'en vrai, tu réfléchis de manière validiste, c'est-à-dire que tu te dis, voilà, il y a une norme des gens valides, les gens non handicapés, ça ressemble à ça, et ils sont supérieurs. Pourquoi ? Parce que si jamais tu ne pensais pas inconsciemment que les personnes valides étaient supérieures et qu'il y avait un moule de normalité, tu remarquerais immédiatement que le handicap est contextuel. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, tu as des autistes qui ne parlent pas à l'oral. Donc on appelle ça des autistes non oralisants, des autistes non oralisantes. Donc c'est des personnes qui n'arrivent pas à parler à l'oral. Je dis bien à l'oral puisqu'elles peuvent parler à l'écrit. Et donc une personne autiste non oralisante mais qui aurait un hyper odorat et d'excellentes capacités motrices, elle serait moins handicapée que moi qui suis oralisant mais qui est quasiment pas d'odorat et qui est très 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 maladroit avec mes mains, dans une société de chasseurs-cueilleurs. Si jamais on se retrouvait là des milliers d'années en arrière, ou alors un endroit actuellement où il y a encore des chasseurs-cueilleurs, évidemment que ce serait moi qui serais plus handicapé. Donc tu vois que le handicap, il est vraiment contextuel. Et je ne nie pas que j'ai un privilège énorme là, dans une société capitaliste, par rapport à une personne autiste non oralisante, c'est que moi j'ai plus de métiers qui me sont ouverts par le système capitaliste, parce que on va pas vouloir s'accommoder d'une personne qui est non orale. Donc tu vois que c'est vraiment une histoire d'à quel point le reste du monde s'accommode. Là demain, si jamais toi tu te considères peut-être comme une personne valide, si jamais je te téléporte dans une société où tout le monde a des ailes, je te garantis que tu vas être handicapé. Parce qu'en fait, la société, elle sera pas pensée pour toi. Il y aura probablement pas de balustrade au balcon parce que les gens, ils s'en foutront de tomber parce que s'ils tombent, ils peuvent voler. Il y aura plein de choses. Il y aura pas d'avion. Tu pourras pas te déplacer à travers l'océan. Voilà. Il y a plein de choses qu'il y aura pas pour toi
parce que c'est pas le modèle majoritaire. Le handicap dépend du contexte, j'insiste et je le répète, le handicap dépend du contexte. Une fois que tu as compris ça, bah tu comprends qu'effectivement, dans le contexte actuel, il y a des traits autistiques qui vont être plus ou moins handicapants. Le DSM décrit ça de manière très imprécise, mais déjà mieux que la plupart des gens, en disant niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et dans l'autisme, niveau 1, niveau 2, niveau 3, ça se réfère à aide moyenne et aide très importante. Alors déjà, tu remarques que même au niveau 1, il y a de l'aide, hein, parce que souvent, on minimise les difficultés des autistes qui sont de niveau 1, enfin qui nécessitent un niveau 1 d'aide, comme si il ou et elle n'avaient pas besoin d'aide. Oui, il y a quand même besoin d'aide, hein, c'est hyper important. Une fois que tu comprends que ce niveau, c'est des niveaux d'aide pour pouvoir vivre dans une société capitaliste, bah tu comprends que, encore une fois, je suis désolé, je me répète, c'est contextuel, mais surtout qu'il ne faut pas minimiser les difficultés des autistes qui nécessitent une aide de niveau 1. Surtout que souvent, ce qui se passe, c'est que cette aide, ça va être de l'auto-aide. Les gens vont se débrouiller. Moi, c'est mon cas, typiquement. J'avais ce truc d'avoir des dépressions tous les 4 à 6 mois. Et donc, en fait, je posais des sortes d'arrêts maladie dans ma boîte tous les 4 à 6 mois. Je me démerdais, je passais des moments horribles, puis je revenais au travail. Et donc, oui, j'arrive à mener une vie et avoir un salaire, mais au prix d'une santé mentale très très dégradée. Encore une fois, c'est pas pour nier qu'il existe des personnes autistes qui vont avoir besoin de plus d'aide, et c'est pas pour nier que j'ai bel et bien parmi les personnes autistes un privilège. J'ai le privilège d'avoir des traits autistiques qui sont compatibles avec le fait d'avoir un emploi dans une société capitaliste. Mais ça veut pas dire que je suis moins autiste qu'une autre personne. Surtout que souvent, en plus, les gens ils confondent autisme et retard intellectuel. Et comme il y a des personnes qui sont autistes et qui ont un retard intellectuel, elles mélangent tout ça et elles disent « et ils ont un autisme profond ». Non, elles sont autistes d'un côté et en plus de ça, elles ont un retard intellectuel. Et évidemment que le retard intellectuel, c'est un énorme handicap, encore une fois, dans une société capitaliste. Ce qui est important de retenir, du coup, c'est que tu ne peux pas être un peu autiste. Et si on regarde l'exemple dont je parlais avant, qui est plus autiste entre, par exemple, une personne qui, effectivement, est non-oralisante, va avoir du mal à trouver un job, ou carrément a besoin d'avoir une personne qui l'assiste au quotidien dans son logement pour pouvoir vivre, et qui vit 80 ans, versus un autiste comme moi qui, imaginons que je me sois suicidé à 35 ans, parce que j'avais régulièrement des pulsions suicidaires à cause de mes burn-out autistiques. Imaginons que oui, qu'à 35 ans je me suicide, est-ce qu'on aurait pu dire que j'étais moins autiste ? Tu vois, ça se débat. Je dis pas que j'ai la réponse, mais ça se débat. Donc, résiste à cette tentation de vouloir mesurer qui est plus ou moins autiste. Surtout qu'en plus, il y a un autre effet pervers, c'est que les personnes qu'on va déclarer comme autistes profonds, on va avoir tendance aussi à les déshumaniser et à dévaloriser leur vie, à prendre des décisions à leur place et à les regarder de manière condescendante. Donc, on va minimiser les difficultés des autistes qui sont dits de niveau 1 et on va carrément infantiliser, déshumaniser les autistes qui sont vus comme autistes profonds. Tout ça pour dire que tu ne peux pas être un peu autiste. En revanche, tu peux avoir du mal à te reconnaître autiste. Il y a plein de raisons pour ça, j'en ferai une autre vidéo, mais en résumé, déjà parce que l'autisme est mal décrit, et que comme tu l'as vu, c'est un truc sur lequel la science évolue à toute vitesse. La définition de l'autisme, elle n'est pas encore fixée, parce qu'on n'arrête pas d'évoluer et de se rendre compte des erreurs qu'on a fait en temps réel. Ce qui veut dire que tu peux être face à une description où tu ne te reconnais pas, déjà c'est pas écrit précisément, hein. Moi l'exemple qui me frappe le plus, c'est que même pour décrire le trait du premier degré, ils n'ont pas été capables de faire preuve d'un premier degré précis. Ils vont dire les autistes ne comprennent pas le second degré. Or c'est faux, la plupart des autistes que je connais, moi compris, comprennent le second degré. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on ne le détecte pas. C'est différent, je le comprends puisque je suis capable de faire du second degré. Par contre, je suis souvent la dernière personne à détecter que quelqu'un d'autre fait du second degré. Donc, il y a cette notion de traits qui sont mal écrits. Ça peut être aussi parce que, justement, tu n'es pas un petit garçon blanc et souvent on te montre à la télé des petits garçons blancs autistes ou des ados blancs ou des Sheldon et tout, et du coup, tu ne te reconnais pas parce que on ne représente pas les manifestations de l'autisme chez les personnes comme toi.
En plus de ça, si tu dis que t'es un peu autiste, c'est que t'as pas été diagnostiqué à l'enfance. Si t'as pas été diagnostiqué à l'enfance, c'est que tu fais partie en tout cas dans ma génération, des 90 à 97% des gens qui ne présentent pas des traits autistiques stéréotypés et du coup, qui étaient capables de camoufler, de faire ce qu'on appelle du masking. Et parce que si t'étais pas capable de faire du masking, t'aurais été repéré à l'enfance. Donc si t'es adulte, il est très logique que tu sois plutôt un adulte autiste qui soit en train de faire du masking plutôt qu'un adulte un peu autiste. Et l'autre truc qui fait que tu peux croire que t'es un peu autiste, c'est le validisme. Le validisme, donc l'oppression qui s'exerce sur les personnes handicapées, c'est de te dire ah ouais mais pour être autiste, il faut le mériter. Et comme je ne le mérite pas, comme j'ai pas fait je sais pas quel truc et moi je suis juste un peu autiste et puis surtout tu vas tendance à minimiser tes propres difficultés. Si tu veux creuser cette notion justement de l'autisme et de savoir si ok t'es autiste ou pas, je te renvoie à cette vidéo, cette conférence que j'ai faite où je décris plus en détail l'autisme. C'est hyper important parce que moi aussi j'étais le premier à me dire ah ouais je suis un peu autiste, je suis à moitié autiste parce qu'en fait je lisais des descriptions à moitié bien écrites. Le jour où j'ai lu une description bien écrite, je me suis reconnu intégralement. Si le sujet de l'autisme t'intéresse et que t'aimerais bien en parler davantage, poser des questions, bon, tu remarques qu'il n'y a pas de commentaires activés sous mes vidéos YouTube pour une raison simple, c'est qu'un de mes traits autistiques, c'est justement ce besoin un peu de correction et besoin de justice qui fait que je gâche régulièrement des demi-journées parce que je suis dans des commentaires YouTube à débattre, à redébattre, etc. Alors imagine sur ma propre chaîne YouTube, je passerais ma vie à répondre aux commentaires. En plus, moi, un mauvais commentaire peut vraiment gâcher ma journée. Il m'est arrivé carrément de faire des shutdowns autistiques sur des discussions en ligne. Donc je préfère me préserver de ça. Je préfère pouvoir faire des vidéos que tu peux regarder même si tu veux pas les commenter, plutôt que de ne pas faire de vidéos par peur des commentaires. Moi, à la base, j'avais pas de chaîne YouTube parce que j'avais extrêmement peur des commentaires. Et un jour, un YouTuber m'a dit, mais tu sais, tu peux juste fermer les commentaires et faire des vidéos. Et j'ai dit, ah bah oui, t'as raison. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos. Cependant, j'ai une newsletter quotidienne où là, pour le coup, tu peux interagir avec moi parce que tu peux me renvoyer des mails. Je te mets le lien en description. C'est une newsletter où je parle régulièrement d'autisme. Newsletter qui a émergé de ma frustration puisque moi-même, quand j'essayais de me demander si j'étais autiste, je n'avais accès qu'à des infos floues qui faisaient que je me disais que j'étais un peu autiste. Donc là, j'essaye de te mettre dans cette newsletter régulièrement des infos précises, à jour et ancrées dans le consensus scientifique. Et si tu veux plus d'interactivité, j'ai une communauté school. Pareil, je te mets le lien en description. Dans cette communauté, tu peux venir discuter, poser des questions et j'y réponds avec plaisir. Donc je te donne rendez-vous soit dans ma newsletter, soit dans la communauté school. Ceci étant dit, tu connais le refrain, like la vidéo, abonne-toi, partage-la à quelqu'un d'autre et je te dis à très vite. Merci de m'avoir écouté.